Versailles, le palais le plus somptueux d'Europe. Des milliers de bougies, des miroirs à perte de vue, des courtisans couverts d'or et de soie, et là, au premier rang, juste devant le trône du roi Soleil, une silhouette d'à peine 1 mètre de haut. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un serviteur ordinaire, c'est un être humain qu'on a acheté, qu'on a collectionné, qu'on a exhibé comme une bête de foire. Pendant des siècles, les rois de France ont gardé des hommes et des femmes, atteints de nanisme dans leur palais. Pas pour les aider, pas pour les protéger, pour une raison bien plus dérangeante. On les choisissait difformes, on les habillait comme des princes, on les offrait en cadeau entre souverains. Et certains monarques sont allés encore plus loin, tellement loin que l'histoire a préféré l'oublier. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, aucun manuel scolaire ne l'enseigne. Et quand vous comprendrez pourquoi ces êtres humains étaient vraiment là, vous ne regarderez plus jamais Versailles de la même façon. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Et si vous êtes passionné par les vérités cachées de l'histoire de France, celles qu'on ne raconte jamais, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. L'histoire commence. Imaginez un tableau, l'un des plus célèbres de l'histoire de l'art occidental. Nous sommes à Madrid, dans l'atelier du peintre Diego Velázquez, au cœur de l'Alcazar, le palais du roi Philippe IV d'Espagne. L'année est 1656. Le peintre officiel de la couronne travaille à ce qui deviendra une énigme pour les siècles à venir. Une toile immense, de plus de 3 mètres de haut. On l'appellera plus tard Las Meninas, les demoiselles d'honneur. Au centre de cette composition extraordinaire se tient une petite fille de 5 ans. C'est l'infante Marguerite Thérèse, fille du roi d'Espagne. Elle porte une robe blanche, brodée d'argent. Ses cheveux blonds encadrent un visage pâle de porcelaine. Autour d'elle s'affairent ses dames de compagnie, une gouvernante, un garde du corps. À l'arrière-plan, dans un miroir, on distingue les silhouettes floues du roi et de la reine qui semblent posées pour le peintre. Mais ce n'est pas la princesse qui attire d'abord le regard du spectateur attentif. À droite de l'infante, 2 silhouettes se détachent, 2 êtres qui ne ressemblent pas aux autres. L'une est une femme au visage grave, au corps trapu, à la stature minuscule. Elle s'appelle Maria Barbola. L'autre est un garçon qui pose son pied sur un chien endormi. Il se nomme Nicolasito Pertusato. Tous 2 sont atteints de nanisme. Ces 2 personnes ne sont pas là par hasard. Elles ne se sont pas glissées dans le tableau par accident. Elles font partie intégrante de la maison royale d'Espagne. Elles ont un salaire, un logement au palais, des fonctions officielles. Maria Barbola a été invitée personnellement par la reine depuis l'Autriche. Le biographe Antonio Palomino, qui a écrit la première grande étude sur Velázquez en 1724, la désigne comme Enana de la Reina, la naine de la reine, un titre officiel, une charge de cour. Voilà ce que nous révèle ce tableau extraordinaire. Dans l'Europe du XVIIe siècle, posséder des personnes atteintes de nanisme n'est pas une bizarrerie, c'est une marque de prestige, un signe extérieur de richesse aussi codifié qu'un carrosse doré, qu'un jardin à la française, qu'une collection de tableaux de maîtres. Les grands de ce monde ne se contentent non pas de gouverner des royaumes, ils collectionnent des êtres humains. Cette pratique ne date pas du roi Soleil, elle remonte à l'Antiquité la plus lointaine. Chez les Romains, les empereurs Marc-Antoine, Auguste et Tibère ont payé des fortunes colossales pour acquérir des personnes de petite taille. On les achetait sur des marchés spécialisés, comme on aurait acheté des chevaux de race ou des esclaves exotiques. Le philosophe Plutarque mentionne même l'existence d'un marché aux monstres à Rome, où ces individus se vendaient pour des sommes astronomiques. Au Moyen-Âge, la mode se répand dans toute l'Europe. Les chroniqueurs de l'époque nous ont laissé des descriptions qui glacent le sang. On recherche les nains les plus laids, les plus difformes. On les qualifie de miroirs déformants, moitié hommes, moitié monstres. Leur fonction est claire. Ils doivent divertir, amuser, faire rire par leur apparence. Ils partagent ce rôle avec les bouffons,
les fous de cour, les acrobates et les jongleurs. On les exhibe dans les foires, on les montre comme des curiosités de la nature. Puis vient ce que les historiens appellent l'âge d'or des nains de cour. Du XVIe au XVIIIe siècle, chez les grands du monde, ils occupent la place de véritables animaux de compagnie. Les sources de l'époque sont sans ambiguïté. On aime les exhiber, s'extasier sur leurs caractéristiques particulières, comme on le ferait pour des animaux savants, des objets d'art et des plantes rares. Cette comparaison n'est pas une métaphore. Elle reflète exactement la mentalité de l'époque. À la même période, les princes et les rois collectionnent aussi des animaux exotiques venus d'Afrique et d'Asie. Ils accumulent des plantes rares, des coquillages étranges, des fossiles, des squelettes d'animaux inconnus, des momies égyptiennes. Tout cela trouve sa place dans ce qu'on appelle les cabinets de curiosité, ces pièces secrètes où les puissants entassent les merveilles du monde. Et dans ces cabinets, les nains ont naturellement leur place, non pas comme des êtres humains dotés de dignité et de droits, mais comme des merveilles de la nature, des anomalies fascinantes, des curiosités vivantes. Le grand dramaturge anglais William Shakespeare a écrit que les nains ont la parole libre comme l'air. Ils peuvent se permettre des réflexions qu'aucun courtisan n'oserait jamais formuler devant le roi, car là est leur fonction paradoxale. Ils divertissent par leur apparence étrange, mais ils servent aussi de miroir inversé au pouvoir. Le roi, en les gardant près de lui, affirme sa propre grandeur par contraste. Plus le nain est petit, plus le souverain paraît immense. Plus le nain est difforme, plus le roi semble parfait. Mais certains de ces nains ont réussi à tisser de véritables liens avec leur maître. Quelques-uns sont devenus des confidents, des conseillers officieux, des messagers de confiance. Leur petite taille leur permettait de se glisser partout, d'écouter aux portes, de rapporter des secrets. Dans une cour où l'intrigue est reine, où chaque mot peut devenir une arme, ces êtres méprisés par tous possèdent un pouvoir insoupçonné, celui de l'invisibilité. Personne ne se méfie d'un nain, personne ne surveille ses paroles devant ce qu'on considère comme un simple animal de compagnie. Les souverains français n'ont pas échappé à cette mode européenne. Au contraire, ils en ont été parmi les plus fervents adeptes. Isabeau de Bavière, reine de France au début du XVe siècle, entretient déjà une naine qu'elle fait habiller fastueusement. Le roi François Ier possède un nain célèbre nommé Brusquet, que le mémorialiste Brantôme qualifie de roi des nains et nain des rois. Ce Brusquet est si apprécié qu'il sert successivement 4 souverains, François Ier, Henri II, François II et Charles IX. Une longévité exceptionnelle dans un monde où les favoris tombent aussi vite qu'ils montent. Mais aucun monarque français n'a poussé cette passion aussi loin qu'une reine venue d'Italie. Une femme dont le nom est resté dans l'histoire comme synonyme d'intrigue, de poison et de secret d'État, Catherine de Médicis. Et ce qu'elle a fait avec ses nains dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ce que je vais vous révéler maintenant, l'histoire officielle a préféré l'enfouir dans l'oubli, car la vérité est bien trop dérangeante. Nous sommes dans les années 1570. La France est déchirée par les guerres de religion. Catholiques et protestants s'entretuent dans les rues de Paris et dans les campagnes du royaume. Sur le trône, les fils de Catherine de Médicis se succèdent, fragiles, malades, incapables de régner seuls. Et dans l'ombre, une femme tire les ficelles. La reine-mère, l'italienne, celle que ses ennemis appellent déjà la reine noire. Catherine de Médicis est née à Florence en 1519. Elle a grandi dans le palais des Médicis, entourée des plus grands artistes de la Renaissance italienne. Elle a appris l'art de la politique auprès de son oncle, le pape Clément VII. Elle a survécu à des complots, à des sièges, à des empoisonnements. Mariée à 14 ans au futur Henri II de France, elle a enduré pendant 10 ans la honte de ne pas pouvoir donner d'héritier au royaume. Elle a supporté l'humiliation de voir son mari afficher sa maîtresse,
Diane de Poitiers, au grand jour. Puis, elle a donné naissance à 10 enfants, dont 3 deviendront rois de France. Cette femme extraordinaire, qui a gouverné le royaume pendant près de 30 ans, possède une passion secrète, une obsession que les chroniqueurs de l'époque mentionnent avec un mélange de fascination et de malaise. Catherine de Médicis collectionne les nains, et pas seulement quelques-uns, elle en possède une trentaine. Une véritable armée de personnes de petite taille qui vivent dans son entourage immédiat, qui l'accompagnent dans ses déplacements, qui dorment parfois au pied de son lit. La reine-mère a fait venir ces nains de toute l'Europe. Certains viennent d'Italie, sa terre natale, d'autres arrivent de Pologne, d'Allemagne, d'Espagne. Elle les choisit avec soin, comme on choisirait des pierres précieuses ou des œuvres d'art. Elle veille sur eux comme sur ses propres enfants, leur assure les services d'un gouverneur et d'un tailleur personnel, leur procure de l'argent et des chevaux. Les ambassadeurs étrangers ont vite compris comment s'attirer ses faveurs. Ils lui offrent des nains en guise de présents diplomatiques. Ses propres fils, Charles IX et Henri III, partagent cette passion et reçoivent eux aussi des nains en cadeau. Parmi tous ces êtres de petite taille qui peuplent la cour des Valois, l'un d'entre eux occupe une place particulière dans le cœur de Catherine. Il s'appelle Jan Krasowski, on le surnomme Petit Polacron ou Domino. Il est arrivé à la cour de France à l'âge de 15 ans, vendu par son propre père, un petit noble polonais désargenté, contre la somme faramineuse de 2000 écus d'or. À cette époque, un ouvrier parisien gagne environ 50 écus par an. Le père de Jan Krasowski a donc vendu son fils pour l'équivalent de 40 années de salaire d'un travailleur ordinaire. Mais Jan Krasowski n'est pas un nain ordinaire. Les sources de l'époque le décrivent comme une rareté. Contrairement à beaucoup de personnes atteintes de nanisme, dont les proportions corporelles sont modifiées par leurs conditions, Krasowski possède un corps parfaitement harmonieux. C'est une miniature d'homme aux proportions parfaites, qui mesure à peine 1 mètre. Il est décrit comme gracieux, beau, intelligent, cultivé. Sa beauté fait sa valeur marchande. Plus il est parfait, plus il vaut cher. Dans le monde impitoyable de la cour, Krasowski apprend vite à survivre. Il devient le favori de Catherine de Médicis, son confident, son espion. Il se glisse partout, écoute tout, rapporte tout. Autour de lui, les autres nains de la cour se livrent une guerre sans merci. Ils s'espionnent mutuellement, médisent les uns sur les autres, cherchent à gagner les faveurs de la reine-mère. C'est un milieu aussi cruel que la cour elle-même, un microcosme où se reproduisent toutes les intrigues et toutes les trahisons du grand monde. Mais Catherine de Médicis ne se contente pas de collectionner des nains. Elle veut aller plus loin, beaucoup plus loin. Ce que je vais vous révéler maintenant est attesté par plusieurs sources de l'époque, mais il est si choquant que l'histoire officielle a préféré le passer sous silence. La reine-mère a tenté de créer une race de nains. Vous avez bien entendu, Catherine de Médicis, la femme la plus puissante de France, a voulu reproduire des êtres humains comme on reproduit du bétail. Elle a organisé des unions entre ces nains et ces naines, dans l'espoir que ces accouplements donneraient naissance à des enfants de petite taille qu'elle pourrait à son tour collectionner et offrir en cadeau aux souverains d'Europe. Les chroniqueurs de l'époque rapportent une scène qui défie l'imagination. On avait creusé une fosse dans laquelle nains et naines se livraient à toutes sortes de fantaisies sous les yeux de la famille royale et de toute la noblesse rassemblée. La cour des Valois, réputée pour ses fêtes somptueuses et ses divertissements raffinés, assistait donc à des spectacles de reproduction humaine comme on assisterait à la saillie d'une jument par un étalon. L'expérience a échoué. Il n'est pas venu de petits nains. La nature a refusé de se plier aux caprices de la reine-mère. Les unions entre personnes atteintes de nanisme ne produisent pas nécessairement des enfants de petite taille. Catherine de Médicis l'a appris à ses dépens, mais l'échec de son projet ne doit pas nous faire oublier l'essentiel. Une souveraine de France
a tenté de faire se reproduire des êtres humains pour son propre plaisir et pour alimenter un commerce diplomatique. Elle a traité des hommes et des femmes comme des animaux d'élevage. Cette histoire révèle une vérité profondément dérangeante sur la mentalité de l'époque. Les nains n'étaient même pas considérés comme des êtres humains à part entière. Ils n'avaient donc pas de dignité intrinsèque, pas de droits fondamentaux, pas d'autonomie sur leur propre corps. Ils étaient des objets, des curiosités, des merveilles vivantes qu'on pouvait acheter, vendre, échanger, exhiber et même tenter de reproduire. Et cette mentalité ne s'est pas éteinte avec Catherine de Médicis. Elle a traversé les décennies, les règnes, les siècles. Elle a survécu à la fin des Valois et à l'avènement des Bourbons. Elle a prospéré dans le palais le plus somptueux que la France ait jamais connu. Car ce qui s'est passé à Versailles, sous le règne de Louis XIV, dépasse encore ce que Catherine de Médicis avait osé imaginer. L'infante Marguerite-Thérèse, cette petite fille blonde que Vélasquez a immortalisée dans son tableau, avait une demi-sœur. Elle s'appelait Marie-Thérèse d'Autriche. En 1660, cette princesse espagnole est devenue reine de France en épousant le roi Soleil. Et elle a apporté avec elle, dans ses bagages, une tradition séculaire de la cour des Habsbourg, la passion des nains. Ce qui allait se passer ensuite allait provoquer le plus grand scandale de l'histoire de Versailles. Script documentaire, partie 3, le scandale qui a fait trembler Versailles. Le 9 juin 1660, sur une petite île au milieu de la rivière Bidassoa, à la frontière entre la France et l'Espagne, deux cortèges royaux se font face. D'un côté, la magnificence de la cour de France, emmenée par le jeune Louis XIV, 22 ans, déjà surnommé le roi Soleil. De l'autre, la grandeur austère de l'Espagne, représentée par le roi Philippe IV et sa fille aînée. Cette journée marque la fin d'une guerre qui a duré près de 25 ans entre les deux plus grandes puissances d'Europe. Et pour sceller cette paix, on célèbre un mariage. La mariée s'appelle Marie-Thérèse d'Autriche. Elle a 22 ans, comme son futur époux. C'est une jeune femme petite, blonde, au visage rond et aux yeux clairs. Les chroniqueurs de l'époque la décrivent comme timide, effacée, profondément pieuse. Elle parle à peine le français. Elle quitte pour toujours son Espagne natale, le palais de l'Escurial où elle a grandi, sa famille, ses habitudes, tout ce qu'elle a connu. Elle part vers un pays étranger pour épouser un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Mais Marie-Thérèse n'arrive pas seule en France. Elle est accompagnée d'une suite considérable, des dames de compagnie espagnoles qui la suivront jusqu'à sa mort, des servantes, des confesseurs, des cuisiniers, et parmi tout ce petit monde, des compagnons d'un genre particulier, des êtres qui ne la quittent jamais, ces nains. Marie-Thérèse a grandi entourée d'une multitude d'animaux de compagnie et de nains. Cette passion lui vient de son enfance, à la cour des Habsbourg d'Espagne, où l'on entretient plus de personnes de petite taille que dans n'importe quelle autre cour d'Europe. Pour la jeune infante, ces êtres font partie de son univers intime, de son confort quotidien, de ses affections les plus profondes. Elle leur donne des petits noms affectueux. Elle les appelle « mon fils »,« mon cœur »,« pauvre garçon ». Elle les dorlote, les habille de vêtements somptueux, les couvre de cadeaux. Les sources de l'époque sont cruellement révélatrices sur la place qu'occupent ces nains dans la vie de la nouvelle reine de France. Un mémorialiste écrit que Marie-Thérèse, d'un caractère effacé, passait la plupart de son temps libre avec ses dames de compagnie qui l'ont suivie depuis l'Espagne, ses nains, ses petits chiens et son chocolat. Dans cette phrase, les nains sont placés sur le même plan que les chiens et les friandises. Ce n'est pas une maladresse de langage, c'est le reflet exact de la mentalité de l'époque. Ces êtres humains sont considérés comme des animaux de compagnie, des objets de réconfort, des distractions vivantes. Parmi tous les nains de Marie-Thérèse, l'un d'entre eux va déclencher le plus grand scandale de la cour de Louis XIV. Il s'appelle Nabo. C'est un jeune garçon d'origine africaine
que les sources de l'époque décrivent comme un négrillon qui amuse la reine par ses saillies enjouées, naïves et remplies de vivacité. Nabot fait partie de ces pages exotiques que les cours européennes se disputent à prix d'or. Sa peau noire, sa petite taille, son esprit vif en font une curiosité particulièrement prisée. Marie-Thérèse l'adore. Le 16 novembre 1664, la reine de France ressent les premières douleurs de l'accouchement. Elle est enceinte de son 3e enfant. Depuis le début du mois, elle souffre de fièvre, son dos et ses jambes la font terriblement souffrir. L'enfant est prématuré. L'accouchement s'annonce difficile. Toute la cour est rassemblée selon l'usage, car la naissance d'un enfant royal est un événement public auquel assistent des dizaines de témoins. Ce qui se passe ensuite va alimenter les rumeurs pendant des siècles. Le travail est un calvaire. La reine hurle de douleur, se contorsionne sur son lit. Les médecins s'affairent, impuissants. Louis XIV lui-même assiste le chirurgien Félix. Il a été chargé d'immobiliser les genoux de son épouse pendant les contractions. La pauvre femme souffre tant qu'elle se débat violemment, et le roi a du mal à s'acquitter de sa mission. L'accouchement dure des heures interminables. Enfin, l'enfant naît. C'est une petite fille. Mais à peine le nouveau-né est-il sorti du ventre de sa mère que l'abbé de Gordes, confesseur de la reine, s'évanouit. Autour du lit royal, les visages se figent. Le bébé qui vient de naître a la peau très foncée, presque violacée. Dans la pénombre de la chambre, éclairée seulement par quelques bougies, il semble noir. La rumeur se répand comme une traînée de poudre dans les couloirs de Versailles. Le prince de Condé, cousin du roi, colporte l'information dans tout le château. La reine a accouché d'un enfant métis. Et très vite, un nom circule sur toutes les lèvres. Nabot, le petit page africain, l'animal de compagnie de Marie-Thérèse. On accuse la reine de France d'avoir eu une liaison avec son nain. L'accusation est monstrueuse. Marie-Thérèse est connue pour sa piété exemplaire, sa dévotion absolue à son mari, sa fidélité sans faille. L'idée qu'elle ait pu tromper le roi Soleil est déjà invraisemblable. Mais qu'elle l'ait fait avec un nain, un être considéré comme à peine humain, voilà qui relève de l'impensable. Dans l'esprit des courtisans, une telle union s'apparente davantage à de la bestialité qu'à un simple adultère. Les médecins et l'entourage de la reine tentent désespérément d'étouffer le scandale. Ils avancent 2 explications. La première est la consommation excessive de chocolat de Marie-Thérèse. À l'époque, on croit que les envies alimentaires d'une femme enceinte peuvent influencer l'apparence de son enfant. La seconde explication est encore plus étrange. On invoque le simple regard que la reine a posé sur le nain Nabot pendant sa grossesse. Ce regard aurait suffi à contaminer l'enfant à naître et à lui donner une peau sombre. Le chirurgien Félix rapporte cette théorie du regard contaminateur à Louis XIV. La réponse du roi est restée dans l'histoire. Il aurait dit, avec un sourire sarcastique, « Un regard. Il était donc bien pénétrant. » Le roi Soleil n'est pas dupe. Il sait que ses explications sont absurdes. Mais il sait aussi que la vérité est bien plus simple. Le bébé est né prématuré, dans des conditions difficiles, et son teint violacé s'explique par les complications de l'accouchement. Dans la pénombre de la chambre royale, on a cru voir ce qu'on craignait de voir. La petite fille meurt quelques semaines plus tard, emportant avec elle le secret de sa couleur de peau. Mais le sort de Nabot est scellé. Le jeune page africain disparaît de la cour. On ne le reverra jamais. Certaines sources affirment qu'il a été emprisonné à la Bastille. Quelques historiens ont même voulu voir en lui le fameux homme au masque de fer. D'autres pensent qu'il a été tout simplement assassiné pour faire taire les rumeurs. La vérité, personne ne la connaît. Ce qui est certain, c'est qu'un être humain a payé de sa liberté, peut-être de sa vie, un scandale dont il n'était probablement pas responsable. Cette histoire tragique révèle une vérité profondément troublante. Les nains étaient si peu considérés comme des êtres humains à part entière que l'idée même d'une relation entre la reine et son page
apparaissait davantage comme une monstruosité contre nature que comme un simple adultère. On ne reprochait pas à Marie-Thérèse d'avoir trompé son mari, on lui reprochait de s'être accouplée avec ce qu'on considérait comme un animal. Revenons à Madrid. Revenons devant ce tableau extraordinaire que Velázquez a peint en 1656. Les Ménines. Nous avons parlé de l'infante Marguerite Thérèse, de ses dames d'honneur, du miroir qui reflète le roi et la reine d'Espagne. Mais nous n'avons pas encore vraiment regardé Maria Barbola et Nicolasito Pertusato, ces deux personnes de petite taille qui occupent le côté droit de la composition, car ce que Velázquez a fait dans ce tableau et dans tous ses portraits de nains est absolument révolutionnaire pour son époque. Diego Velázquez n'est pas un peintre ordinaire. Il est entré au service du roi Philippe IV à l'âge de 24 ans, et il est resté le peintre favori du souverain pendant toute sa vie. Le roi l'admire tellement qu'il lui confie des postes prestigieux à la cour, bien au-delà de ses fonctions de peintre. Velázquez devient le curateur de la collection royale, le décorateur du palais, le responsable des achats d'œuvres d'art pour le comte de la Couronne. En 1651, il est même anobli et nommé grand maître des appartements du palais, un honneur extraordinaire pour un artiste. Mais ce qui distingue vraiment Velázquez des autres peintres de son temps, c'est sa façon de regarder les êtres humains. Dans une époque où les portraits de cour sont figés, hiératiques, codifiés, où les rois et les reines posent dans des attitudes rigides sous des costumes somptueux, Velázquez introduit quelque chose de radicalement nouveau. Il peint la vérité, il peint l'humanité, il peint l'âme derrière le masque social, et nulle part cette révolution n'est plus visible que dans ses portraits de nains et de bouffons, car Velázquez ne se contente pas de peindre l'infante et ses parents. Il consacre une partie importante de son œuvre aux personnes de petite taille qui peuplent la cour d'Espagne, et la façon dont il les représente est absolument stupéfiante. Regardez le portrait de Don Sébastien de Mora. Cet homme est un nain de cour qui a servi le cardinal infant Ferdinand, puis le prince Balthazar Carlos. Velázquez le peint assis par terre, les jambes étendues devant lui, les mains jointes sur ses cuisses. Le fond est sobre, presque abstrait, aucun décor luxueux, aucun accessoire ostentatoire, juste un homme qui regarde le spectateur droit dans les yeux. Et quel regard! Il y a dans ses yeux une gravité, une intelligence, une profondeur qui force le respect. Ce n'est pas le regard d'un animal de compagnie, ce n'est pas le regard d'une curiosité de foire, c'est le regard d'un être humain qui sait exactement ce qu'il est et ce que le monde pense de lui. Regardez maintenant le portrait de Francisco Lezcano, surnommé El Niño de Vallecas, l'enfant de Vallecas. C'est un jeune homme au visage doux, au regard un peu perdu, qui tient des cartes à jouer dans ses mains. Velázquez le peint avec une tendresse infinie, une empathie qui transperce les siècles. On sent que le peintre ne juge pas son modèle. Il ne le méprise pas. Il ne le réduit pas à sa condition physique. Il voit en lui un être humain, avec ses rêves, ses peurs, ses espoirs, sa solitude. Et puis il y a Pablo de Valladolid. Ce portrait est peut-être le plus audacieux de tous. Pablo était un bouffon de la cour, un homme qui divertissait le roi par ses plaisanteries et ses mimiques. Velázquez le peint debout, en pied, dans une pose théâtrale, comme s'il était en train de déclamer un discours. Mais ce qui frappe immédiatement le spectateur, c'est le fond du tableau. Il n'y a rien, pas de mur, pas de sol visible, pas de décor, juste un espace vide, indéfini, qui semble flotter entre le réel et l'abstraction. Pablo de Valladolid se tient sur ce qu'un critique a appelé un plateau pictural vide. Cette audace formelle ne sera pas égalée avant 2 siècles. Quand Édouard Manet découvrira ce tableau au Prado, il sera si bouleversé qu'il le copiera et s'en inspirera pour révolutionner la peinture moderne. L'historienne de l'art Svetlana Alpers a écrit que Velázquez, en dépeignant des nains et des bouffons,
avec la même attention et le même respect qu'il accordait au roi, revendiquait un statut social plus élevé pour l'artiste et pour son art. Mais il faisait plus que cela. Il affirmait quelque chose de révolutionnaire pour son époque. Il affirmait que ces personnes méritaient d'être vues, vraiment vues, pas comme des monstres, pas comme des curiosités, pas comme des animaux savants, comme des êtres humains. Pourtant, il ne faut pas idéaliser la situation. Ces portraits magnifiques, qui nous émeuvent encore aujourd'hui par leur humanité, étaient destinés à décorer la pièce des bouffons du palais de l'Alcazar, un espace situé à côté des appartements de la reine, un lieu placé sous le signe du féminin, du divertissement, du non-essentiel. La dignité que Velázquez accordait à ces modèles sur la toile n'existait pas dans la réalité de leur vie quotidienne. Maria Barbola, malgré son regard grave et sa prestance dans les Ménines, a fini sa vie dans la misère. Quand Philippe V est monté sur le trône d'Espagne en 1700, elle a perdu son statut et a été contrainte de retourner en Autriche, plus de 40 ans après son arrivée à la cour. Une vieille femme, chassée du seul foyer qu'elle ait jamais connu. En France, les choses ont évolué différemment. À la cour de Louis XIV, la mode des nains a connu son apogée dans les premières décennies du règne, portée par la reine Marie-Thérèse et sa passion espagnole pour ses compagnons de petite taille. Mais peu à peu, les mentalités ont commencé à changer. Le roi vieillissant s'est rapproché de Madame de Maintenon, une femme profondément pieuse qui a imposé à la cour une atmosphère de dévotion et de rigueur morale. Les divertissements frivoles ont cédé la place aux exercices spirituels. Les fêtes somptueuses se sont faites plus rares. Et puis, un jour, Louis XIV a pris une décision dont les historiens ne connaissent pas exactement les motivations. Il a aboli la charge officielle de nain du roi. Cette fonction qui existait depuis des siècles à la cour de France, ce titre qui faisait des personnes de petite taille des membres à part entière de la maison royale, a été supprimé quand le roi Soleil est mort en 1715. Après 72 ans de règne, il n'y avait plus de nains attitrés à Versailles. Pourquoi cette décision ? Les sources ne le disent pas clairement. Peut-être l'influence de Madame de Maintenon et son rigorisme religieux. Peut-être une évolution des sensibilités, un début de ce que les historiens appellent la compassion moderne. Peut-être simplement la volonté de Louis XIV de rationaliser sa cour, d'en faire un modèle de civilisation plutôt qu'un cabinet de curiosité. Mais quelle que soit la raison, cette abolition marque un tournant, la fin d'une époque et le début d'une réflexion qui nous concerne encore aujourd'hui. Nous voici arrivés au terme de ce voyage dans le temps. Nous avons traversé les siècles, des palais de la Renaissance italienne aux galeries dorées de Versailles. Nous avons rencontré des rois et des reines, des peintres et des courtisans. Et surtout, nous avons croisé le regard de ces hommes et de ces filles et de ces femmes que l'on appelait les nains de cour, des êtres humains achetés, vendus, collectionnés, exhibés comme des merveilles de la nature, des personnes dont on a nié la dignité pendant des siècles entiers. Qu'y a-t-il de commun entre la fosse de Catherine de Médicis et la galerie des glaces de Louis XIV, entre les expériences de reproduction imposées aux nains des Valois et les riches costumes dont on paraît ceux de Versailles, entre le scandale de Nabeau et les portraits respectueux de Velázquez? Une même logique traverse toutes ces histoires, une même vision du monde. Ces personnes n'étaient pas considérées comme des sujets dotés de droits et de dignité. Elles étaient des objets, des curiosités, des possessions. Les inventaires de l'époque sont révélateurs. Dans les catalogues des cabinets de curiosités, les nains figuraient au chapitre des monstres humains, juste après les corps humains préparés et diverses sortes de momies. Ils étaient même classés dans la même catégorie que les animaux exotiques, les fossiles étranges, les coquillages rares et les plantes inconnues. On les considérait comme des anomalies de la nature, des accidents de la création, des merveilles à collectionner et à montrer.
Cette classification n'était pas une erreur administrative. Elle reflétait exactement la place que la société leur accordait. Et pourtant, au milieu de cette déshumanisation systématique, des voix se sont élevées. Des regards ont vu autre chose. Velázquez, dans son atelier de Madrid, a peint des êtres humains là où ses contemporains ne voyaient que des curiosités. Shakespeare, dans ses pièces de théâtre, a donné aux nains et aux bouffons des paroles de sagesse que les rois n'osaient pas prononcer. Quelques-uns de ces hommes et de ces femmes de petite taille ont réussi à tisser de véritables liens d'amitié avec leurs maîtres, à devenir des confidents, des conseillers, des personnes respectées malgré leurs conditions. Le XVIIIe siècle a marqué un tournant, avec l'avènement des Lumières, avec la philosophie de Voltaire, de Rousseau, de Diderot. Les mentalités ont commencé à évoluer. L'idée que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit a fait son chemin dans les esprits. La pratique des nains de cour s'est peu à peu éteinte dans les palais d'Europe. En Espagne, l'arrivée des Bourbons sur le trône a mis fin à la tradition séculaire des Habsbourg. En France, l'abolition de la charge par Louis XIV a marqué la fin d'une époque. Mais cette pratique n'a pas vraiment disparu. Elle s'est simplement déplacée. Les nains ont quitté les palais pour les foires. Ils ont troqué les costumes de cour pour les habits de cirque. Au XIXe et XXe siècle, les personnes de petite taille ont continué à être exhibées comme des phénomènes de foire, des attractions sensationnelles, des curiosités à contempler, moyennant quelques pièces de monnaie. Le regard avait changé de lieu, mais pas de nature. En 1932, un film américain a bouleversé cette vision. Il s'appelait Freaks, la monstrueuse parade. Son réalisateur, Todd Browning, avait fait quelque chose d'inédit. Il avait donné la parole aux monstres eux-mêmes. Il avait montré leur humanité, leurs amours, leurs souffrances, leur dignité. Le film a été un scandale. Il a été interdit dans de nombreux pays pendant des décennies. La société n'était pas prête à voir ces êtres autrement que comme des curiosités. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que les choses commencent vraiment à changer. Des associations se sont créées pour défendre les droits des personnes de petite taille. Des lois ont été votées pour interdire les discriminations. Le terme même de nain, jugé péjoratif, a été progressivement remplacé par personne de petite taille ou personne atteinte de nanisme. Une prise de conscience collective s'est opérée. Et pourtant, les stéréotypes persistent. L'acteur américain Peter Dinklage, rendu célèbre par son rôle dans la série Game of Thrones, a dénoncé avec force la façon dont le cinéma continue à représenter les personnes de petite taille. Dans le film « Ça tourne à Manhattan », en 1995, il a prononcé ces mots qui résonnent encore aujourd'hui. « Les nains dans des rêves, il n'y en a que dans les films débiles comme ça. On veut du bizarre, on met un nain. Tout le monde fait « oh là là, ça doit être un rêve, il y a un nain dedans, j'en ai marre de ça ». Cette colère est légitime. Elle nous rappelle que le combat pour la dignité n'est jamais terminé. Revenons une dernière fois devant le tableau de Velázquez, Les Ménines. Cette toile extraordinaire qui a traversé les siècles et qui continue à fasciner les historiens de l'art du monde entier. Regardons Maria Barbola, cette femme venue d'Autriche, achetée par la reine d'Espagne, exhibée dans le palais de l'Alcazar comme une merveille vivante. Velázquez l'a peinte avec respect, avec attention, avec humanité. Il lui a donné une présence, une gravité, une dignité que personne d'autre ne lui accordait. Son regard traverse les siècles. Il nous fixe, nous, spectateurs du XXIe siècle. Et ce regard nous pose une question qui n'a rien de rhétorique, une question qui nous concerne tous. Me voyez-vous comme Velázquez m'a vu, comme une personne, comme un être humain doté de rêves, de peur, d'espoir, de dignité? Ou me voyez-vous comme ceux qui m'ont acheté, exhibé, collectionné, comme une curiosité, comme une anomalie, comme un objet de fascination ou de répulsion? Les palais ont changé,
les fosses ont été comblées, les cabinets de curiosité sont devenus des musées. Mais la question demeure intacte, brûlante, urgente. Qui, dans notre société moderne, regardons-nous encore comme des curiosités plutôt que comme des égaux? Qui réduisons-nous à leur apparence, à leur différence, à leur étrangeté? Qui traitons-nous comme des objets de collection plutôt que comme des sujets de droit? L'histoire des nains de Versailles n'est pas seulement une page oubliée de notre passé, c'est un miroir tendu vers notre présent, un miroir déformant, certes, mais un miroir qui nous révèle, si nous avons le courage de le regarder en face, quelque chose d'essentiel sur notre humanité, sur notre capacité à déshumaniser l'autre et sur notre responsabilité à reconnaître en chaque être humain un égal. Maria Barbola est morte il y a plus de 300 ans, mais son regard continue à nous interroger, et il continuera à nous interroger aussi longtemps que nous n'aurons pas appris à voir, vraiment voir, ceux que notre société préfère ignorer.